Alors, je vous propose de partir de ce que nous savons, et nous savons déjà beaucoup de choses. Nous savons en particulier qu'en mars 1946, dans un discours resté célèbre, l'ancien Premier ministre Winston Churchill, sous les yeux de son ami le président des États-Unis Harry Truman, avait dénoncé la bipolarisation du continent européen, coupé en deux blocs par ce qu'il appelait à l'époque le rideau de fer. Pour bien mesurer les enjeux de l'Europe au temps de la guerre froide, il convient d'avoir bien en tête la carte de l'Europe au temps de la guerre froide, justement. Et de bien se rappeler que l'Europe est en première ligne de l'affrontement idéologique, géopolitique, économique, culturel entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, entre la superpuissance américaine et la superpuissance soviétique. En d'autres termes, le continent européen est bipolarisé, il est coupé en deux. Et oui, il n'y a pas que l'Allemagne, c'est tout le continent européen qui est coupé en deux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour faire simple, à l'ouest, le bloc occidental, c'est-à-dire les pays qui sont ancrés dans le bloc dirigé par la superpuissance américaine, qui sont des alliés des États-Unis, c'est-à-dire des pays qui ont bénéficié de l'aide financière du plan Marshall, qui sont membres de l'organisation économique l'OECE, c'est-à-dire les pays qui bénéficient de l'aide américaine, les pays à économie libérale capitaliste, mais qui sont aussi des alliés militaires des États-Unis dans le cadre de l'organisation du traité Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN, fondée en 1949 et qui a pour but, je vous le rappelle, de protéger l'Europe de l'Ouest de toute menace venue de l'Est. On trouve aussi dans ce bloc occidental des pays neutres, des vrais neutres comme la Suisse, qui ont décidé de rester à l'écart de cette bipolarisation. Mais même pour la Suisse, il est clair que le mode de vie, que le système économique, que le mode de gouvernance politique, c'est-à-dire la démocratie, font que ces pays sont malgré tout ancrés à l'ouest. De l'autre côté du rideau de fer, eh bien, les pays frères, les démocraties populaires, c'est-à-dire ces pays qui sont des marionnettes entre les mains de l'Union soviétique, pays contrôlés par l'Union soviétique à travers des gouvernements communistes mis en place de force par l'URSS au moment de la libération de l'Europe de l'Est et centrale par l'armée rouge. L'armée rouge qui n'a pas quitté ces pays et qui, du coup, à l'exception de la Yougoslavie, dont j'ai déjà parlé, et qui, du coup, font que ces pays ne sont pas libres et ne sont pas maîtres de leur destin. Donc voilà ce qu'il faut avoir bien en tête pour comprendre les enjeux de la construction européenne. Parce que c'est une Europe qui est sous double dépendance, soit américaine, soit soviétique, que nous avons sous les yeux. Et de fait, rappelez-vous, nous l'avons vu lorsque nous avons étudié en début de séquence la carte du monde et donc la carte de l'Europe. Effectivement, l'Europe est littéralement coupée en deux par cette ligne de front de la guerre froide que constitue le rideau de fer, qui est la grosse ligne violette qui apparaît sur la carte. Alors il y a le cas particulier de la Yougoslavie dont j'ai déjà parlé, qui n'est pas vraiment dans le bloc de l'Est tout en l'étant quand même un peu. Bon, mais si on fait abstraction de la Yougoslavie, on voit bien que le continent européen est effectivement coupé en deux blocs irréconciliables. Bloc occidental avec système démocratique capitaliste, libéral,
le camp du plan Marshall, le camp de l'Alliance militaire défensive de l'OTAN, le tout sous pilotage des États-Unis, et puis à l'Est, eh bien, piloté, manipulé par l'Union soviétique, les démocraties populaires qui sont en réalité des dictatures socialistes, avec le pacte de Varsovie comme alliance défensive commune, mais aussi un système économique socialiste, communiste si vous préférez, avec en particulier le fameux Conseil d'assistance économique mutuelle, le KEM. Et ce plan Marshall, je vous l'ai dit lors de la séquence d'histoire précédente dédiée, rappelez-vous, à la reconstruction, à la refondation républicaine et à la reconstruction de la France dans l'immédiate après-guerre, eh bien cette aide du plan Marshall va évidemment accélérer la reconstruction de l'Europe de l'Ouest, mais va également aggraver finalement la bipolarisation du continent européen, parce que officiellement le plan Marshall est proposé à tous les pays d'Europe. Ça, c'est très habile de la part des Américains, parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression de privilégier une région du continent plus que l'autre, mais ils savent très bien que les soviétiques interdiront aux pays d'Europe de l'Est de se laisser appâter par les dollars, les 13 milliards de dollars de l'époque, donc encore une fois 175 milliards d'aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer. Certains pays de l'Est seraient très tentés, mais ils vont tous décliner l'offre parce qu'on n'accepte pas l'argent de l'ennemi. Et vous voyez que la France est le deuxième bénéficiaire de l'aide du plan Marshall, juste derrière le Royaume-Uni. Les deux principaux alliés sont évidemment un peu choyés par rapport aux autres, mais on n'oublie pas d'aider les anciens ennemis, allemands et italiens, parce que justement les anciens ennemis d'hier peuvent devenir les alliés et les partenaires d'aujourd'hui dans le cadre de la guerre froide naissante. Et non seulement l'Europe est déchirée, mais en plus, comme elle est en première ligne de la guerre froide, disais-je, c'est une Europe qui se sent menacée. L'Europe de l'Est se sent menacée par l'Ouest et réciproquement. Et nous avons ici un magnifique exemple de propagande anticommuniste du temps de la guerre froide, avec une affiche assez célèbre que je vous invite à découvrir avec moi, réalisée, financée plutôt par une organisation clairement anticommuniste qui s'appelle un mouvement qui s'appelle Paix et Liberté. Financé par les services secrets, par la CIA des États-Unis, qui ne s'en cache pas. Et cette organisation Paix et Liberté a littéralement inondé la France d'affiches au début des années 1950, et celle-ci c'est probablement l'une des plus réussies, parce que si on regarde bien, on aperçoit l'allégorie de l'Europe, c'est la petite fille en blanc, c'est un peu fantomatique, qui est campée sur ses deux jambes. Elle a un pied en France et puis un autre quelque part en Italie ou en Suisse. Donc nous sommes en Europe occidentale, on reconnaît bien les frontières littorales de l'Europe de l'Ouest. Et on voit que cette petite fille a un gigantesque parapluie ouvert au-dessus d'elle, aux couleurs des pays de l'Europe de l'Ouest. On reconnaît le Royaume-Uni, la France, la Suède, le Danemark, bon voilà, la Grèce. Et donc ces pays d'Europe de l'Ouest doivent se protéger d'une tempête. Et cette tempête, cet orage plutôt, cet orage menaçant, qui vient de l'Est. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que les grêlons et les éclairs que contient cet orage ont une drôle d'allure,
puisque ce sont des faucilles et des marteaux rouges et qui évoquent le communisme. Autrement dit, l'Europe de l'Ouest se considère comme la victime potentielle d'une menace d'invasion communiste. Et cette affiche a aussi pour but de rappeler que heureusement que les États-Unis et l'OTAN sont là pour défendre l'Europe de l'Ouest. Du reste, l'année précédente, le même mouvement anticommuniste Paix et Liberté avait fait paraître une autre affiche intitulée La danse caucasienne qui avait fait date, qui avait beaucoup fait parler d'elle, puisque l'on voyait un cosaque qui n'est autre que Staline lancer des couteaux sur un certain nombre de pays, assassiner la liberté, la démocratie dans ces pays, c'est-à-dire que c'était une référence au coup d'État, à la mainmise de l'Union soviétique sur les pays en particulier d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, les pays baltes, la Pologne. Vous voyez l'Allemagne coupée en deux avec la partie droite, c'est-à-dire l'Est de l'Allemagne occupé, colonisé par le communisme. C'est là le sens de cette affiche, et on voit que la France est la prochaine cible de cette danse des couteaux bolcheviques. Et pour accompagner cette tentative de mainmise sur la France, Joseph Staline est accompagné à la balaïka, c'est-à-dire une guitare russe, par un quatuor de musiciens qui ne sont autres que des dirigeants du Parti communiste, notamment Maurice Thorez, André Marty, et puis également Jacques Duclos et Marcel Cachin, qui sont des complices et qui, en tant que dirigeants du Parti communiste, vont de l'intérieur tenter de faciliter le travail de l'envahisseur soviétique. Donc on voit le ton extrêmement ironique, dramatique, farouchement anticommuniste de cette danse caucasienne, qui correspond bien à cette peur qu'ont les Européens de l'Ouest, en particulier les Français, d'être envahis par l'armée rouge du jour au lendemain. C'est pour contrer la menace communiste que les États-Unis du président Harry Truman signent l'acte de naissance du traité de l'Atlantique Nord, le fameux OTAN, NATO en anglais, qui tire son nom du fait que les États signataires sont situés de part et d'autre de l'Atlantique Nord, Canada, États-Unis d'un côté, et la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest de l'autre, et on voit bien que la vigilance est le prix de la liberté. Autrement dit, si les Européens veulent rester libres, eh bien ils doivent se défendre avec le concours des armées américaines, destinées à former un bouclier de protection contre la menace communiste. Même logique dans le camp d'en face, ou plus exactement dans le bloc d'en face, c'est-à-dire à l'est du rideau de fer, avec une alliance militaire défensive construite autour de l'URSS à partir de 1955, mais en réalité elle était en place déjà auparavant. Et même si cette alliance défensive militaire des pays d'Europe de l'Est s'appelle le pacte de Varsovie, puisque signé dans la capitale polonaise, personne n'est dupe, c'est bien l'URSS qui est à la manœuvre, et ceci renforce la certitude des Occidentaux quant au fait que
le communisme est réellement une menace pour l'Europe occidentale, avec ce pacte de Varsovie qui officiellement se veut défensif, mais pour les Occidentaux de l'Ouest, il est évident que le pacte de Varsovie est en réalité une menace très offensive et qui explique la nécessité de se défendre à travers l'OTAN, mais aussi et peut-être de se défendre à travers une défense européenne, gérée par les Européens eux-mêmes. C'est ce qu'on va voir par la suite. Et pour la même raison, Staline va mettre en place, c'est la réponse du berger à la bergère, va mettre en place à partir de 1949, donc avec un peu de retard, un KEM, Conseil d'assistance économique mutuelle, Comecon en anglais. Si vous regardez le drapeau du KEM, on voit l'étoile des soviets sur fond rouge, hein, donc on est bien dans le monde communiste, et on voit des anneaux qui forment, concentriques, qui forment comme une chaîne entre eux. C'est tout simplement que les pays du bloc de l'Est, les démocraties populaires, les pays frères, plus le Vietnam, plus la Mongolie, plus Cuba, mais pas la Chine par contre, qui fait bande à part, pas la Yougoslavie qui est chassée du bloc de l'Est. Tous ces pays d'économie socialiste, communiste si vous préférez, vont fédérer leurs ressources par un système assez compliqué, d'ailleurs peu efficace, de troc. Le tout étant bien entendu contrôlé, géré par Moscou, par l'Union soviétique. Le but, c'est que les pays frères s'entraident et n'aient pas besoin d'avoir recours au dollar de l'ennemi. Du coup, il semble que les Européens n'aient pas vraiment le choix dans le contexte de la guerre froide et de cette Europe déchirée, bipolarisée, coupée en deux par la guerre froide. Soit ils sont condamnés à subir l'influence amicale des États-Unis, qui prend en main la reconstruction économique, qui prend en main l'avenir politique et militaire de cette région d'Europe, soit ils sont condamnés à subir la pression beaucoup plus autoritaire de l'Union soviétique, mais l'Europe est un continent sous double tutelle, sous double influence. C'est un continent qui a perdu son indépendance. Et justement, des Européens vont tenter de mettre sur pied une Europe qui sera indépendante, une Europe qui émergera de cette guerre froide bipolaire. Et comme le montre cette affiche de 1960, il va s'agir pour ces Européens qui ne se résignent pas à subir la guerre froide, il s'agira de mettre sur pied des États-Unis d'Europe afin que ces États-Unis d'Europe soient aussi bien indépendants des États-Unis que de l'Union soviétique.